Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Temps mort chaud, votre émission de basket préférée. L'heure est grave. Les playoffs NBA battent leur plein et il y a des choses incroyables qui se passent. Je suis accompagné de mes acolytes, Mills et notre expert de la maison mère, Angelo Tsagarakis. Programme chargé. On va parler de la série Denver OKC. On va faire un petit bilan de la série, de tout ce qui s'est passé. Boston New York. Boston. Smooth mousse, la bouche très sucrée, c'est très sucré, c'est plus pimenté, c'est sucré là. Exactement. C'est du Nutella sa bouche là. Ensuite, on fera une preview des finales de conférence qui opposent OKC à Minnesota et évidemment New York aux Indiana Pacers. C'est bon pour le programme, les gars. Ouais, c'est carré. Petit instant youtubeur, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez, c'est très important pour nous, pour notre développement, c'est gratuit et ça peut nous aider. Les gars, commençons avec les news de la semaine. Mick Mills, qu'est-ce que tu as pour nous? What you got for us? J'ai pas mal de choses. En tout cas, d'abord, on va revenir en France. On n'a pas d'NBA, on va revenir en France parce que la saison régulière de Betclic est enfin terminée. On connaît au moins le classement final cette année. Donc, on a évidemment, on sait le top 3, on en avait déjà parlé. Paris, Lasvel et Monaco qui ont fini premier, deuxième, troisième respectivement. On le sait déjà, Monaco connaît déjà son adversaire. Parce que Le Mans a fini 6e, donc un Monaco-Le Mans dès la semaine prochaine, qui va être très très intéressant. On fera le débrief un peu de tout ça un peu plus tard, vous inquiétez pas, il y aura une émission bien spéciale pour ça. Entre-temps, Chalon a battu Dijon au play-in, bataille de 7e et 8e, on en avait parlé. Deux équipes qui s'étaient annihilées en plus en saison régulière avec un point average identique. Ouais, donc il y avait un partout. Victoire de chaque équipe à domicile de 7 points. Exactement. Et ce qui fait que Chalon va affronter l'Asvel. Et Paris qui attend son adversaire, parce que ce sera entre, du coup, Saint-Quentin et Dijon. Saint-Quentin qui a battu Nancy pour le play-in entre le 9e et le 10e. Ouais. Donc là, maintenant, on attend juste qui va gagner. Et, bien évidemment, Cholet, Bourg-en-Bresse, entre le 4e et le 5e aussi, qui va être très, très intéressant. Donc, la semaine prochaine, les playoffs vont commencer. Mais on va déjà lancer un message à Monaco aussi, qui va, fin de semaine, jouer le Final Four. Va affronter Olympiakos, si je me trompe pas. Exactement. C'est l'Olympiakos. Le remake de la demi-finale d'il y a 2 ans. Donc, vendredi, déjà, il y a les demi-finales à suivre, absolument. Faut pas le rater. Monaco qui a rendu sa saison, tout simplement. Le calendrier de Monaco va être très, très, très chargé. Ah, ils jouent tous les 2 jours. Voilà, tous les 2 jours. Déjà, le Final Four, c'est back-to-back. Et puis après, derrière, c'est tous les 2 jours sur la première série LNB. Exactement. Donc, un gros soutien à Monaco. On espère qu'ils auront le plus impossible, hein. Même si aller remporter le trophée, il faut aller prendre. Voilà. Un petit pronostic entre Saint-Quentin et Dijon pour toi? Je pense Dijon quand même. Je pense que Dijon va prendre. Saint-Quentin quand même été fort en battant Nancy, mais je pense que Dijon va aller quand même prendre ses dernières places et affronter Paris pour le dernier match-up de ce tour de poule. Dijon à domicile, c'est pas brillant cette saison, même s'il y a un petit peu de mieux là, ces dernières semaines, mais il y a eu un début de saison un peu cata, qu'on s'attendait pas pour des Dijonnais qui d'habitude sont intraitables à domicile. Mais si vous vous souvenez, hein, moi j'avais dit je comptais sur Dijon pour intégrer le top 8, donc on va voir. Il y avait la prophétie. Il y avait la prophétie d'Angelo Tsagarakis, tu vois. Voilà. Betclic terminé. On va parler aussi du championnat féminin qui s'est terminé aussi la semaine dernière, ces derniers jours, avec la victoire de Basketland. C'était le week-end qui vient de se terminer là. En termes d'un match 3, on sait que les deux équipes avaient remporté chacun respectivement le game 1 Tarbes et le game 2 c'était vendredi soir pour être exact, en préambule du week-end. Exactement. Et Basketland a remporté le dernier match. Un match il n'était pas serré ce match-là quand même. Non, sens unique. On peut le dire tel que c'est, Mills. C'était un match à sens unique. Je pense surtout que Tarbes a craqué. Un effectif moins profond que Basketland, un effectif qui n'était pas supposé être là tout simplement à ce stade de la compétition. Imaginons quand même le parcours incroyable de Tarbes qui élimine Bourges, les favorites, première de la saison régulière, Bourges qui avait été aussi au Super Six, au Final Six de l'Euroleague. Derrière, ils battent Charleville en demi-finale qui gagne la Coupe de France face à Bourges. Donc une équipe de Charleville en pleine confiance, et ils sont allés chercher leur qualification après avoir perdu le match 1 à domicile. Donc ils sont allés
à la Guinguette Arena à Charleville-Mézières pour prendre le match 2 de manière autoritaire, pas de discussion, pas de fioriture. Et derrière, en finale, ils gagnent le match 1 face à Basketland. Donc ils sont à un match de la victoire. Et Basketland qui avait les matchs 2 et 3 à domicile, donc il fallait déjà faire le boulot lors du match 2. Ça a été un match qui pouvait tourner d'un côté comme de l'autre. Andy Millem en fin de match qui fait un petit up and under, ça fait gamelle. Fora, le shoot dans le corner qui fait gamelle. Ça tourne en faveur de Basketland. Et puis le match 3, c'était la liesse populaire. Tu me rappelles juste la MVP du coup de ces finales-là? C'est Leila Lacan. Voilà. Sur qui on était un peu on était un peu sur ses côtes, on était un peu sur son dos par rapport au fait qu'elle était en dessous de ce qu'elle était capable de faire, que ce soit au niveau de sa réussite au tir ou de la sérénité qu'on pouvait attendre d'une joueuse de sa trempe, mais j'ai envie de dire que c'était presque une sorte de virus qui s'était propagé dans l'intégralité de l'effectif. Il y avait pas vraiment de joueuse à la hauteur des attentes du côté Basketland, qui balbutie un peu son basket en play-off, et puis au final elles ont réussi à se hisser jusqu'en finale. Et le match 3, c'est vraiment j'ai envie de dire l'explosion de talent, l'explosion de réussite. Leila Lacan qui montre la voie, qui met 21 points, qui gagne son trophée de MVP. Courtney Treffers, internationale hollandaise, qui a été énorme dans la raquette, mais difficile de tirer une joueuse du lot. Basketland qui sur papier était la meilleure équipe, qui pendant la saison régulière était la meilleure équipe, qui avait fait un parcours aussi en se qualifiant en play-off d'Euroleague, meilleur bilan de son histoire en coupe d'Europe, deuxième de la saison régulière derrière Bourges. Qu'elle soulève un trophée, je pense qu'il y a une logique assez, voilà. En tout cas, dernier match d'Andy Millem en carrière. Oui. Voilà, il faut le dire aussi. Donc, merci l'artiste. Voilà, merci l'artiste. Grande légende du basket français. Non, grande légende. Et c'est important de le dire parce qu'on rend pas assez hommage à ces légendes-là. Elle a tout fait. Hein. Franchement, on parle les JO avec l'équipe de France, on parle en club, etc. Je pense qu'on peut pas parler de basket français féminin sans parler d'Andy Millem. Ouais. Très très importante, et donc voilà, chapeau à elle et très bonne retraite à elle, avec une carrière qui a été tout simplement incroyable. Ouais, puis elle va continuer dans le milieu du basket. C'est maintenant qu'elle va pouvoir distiller toute son expérience en coulisses. Ça se fera plus sur le terrain, ça se fera en coulisses, mais du côté de Tarbes, je pense que il y a l'intelligence de la responsabiliser, il y a l'intelligence d'être dans la continuité, et on le voit du côté de Céline Dumerc à Basketland, qui est passée directrice générale suite à sa fin de carrière de joueuse. C'est ce qui va un peu se passer du côté de Tarbes maintenant avec Andy Millem. Chapeau à Jeannie Cointre, la présidente de Tarbes, qui fait un boulot énorme pour redresser le club et financièrement, et puis aussi conserver cette ambition. Sur les 2 dernières années, elles ont fait demi-finale de Coupe de France, elles ont fait demi-finale de championnat l'année dernière, demi-finale de Coupe de France, finale du championnat cette année. Donc non, il y a une belle trajectoire, Mais c'est difficile de confirmer, hein. Il y a des micros, il y a des caméras, le jour où tu veux venir. Quand tu passes en région parisienne, Andy, et en plus, shout out, Manoudou, que j'ai vu, son petit frère, Mounadou, excuse-moi, j'ai dit Manoudou. Mounadou, ça c'est autre chose. C'est de l'or, mais c'est c'est de l'or. Mais lui, c'est un mec en or, justement, merci pour la passe d'ess. Donc, Mounadou, quel plaisir de t'avoir revu après toutes ces années. C'était mon coéquipier à l'époque où j'étais à Chalon-Reims. Ok. Et donc ça remonte à 13 ans. Wow. Donc il était à Basketland pour soutenir. Lui, ça fait 2 ans. Tu te rends compte? Donc voilà, ça m'a fait super plaisir, et c'était en toute simplicité un de mes 3 coéquipiers préférés dans toute ma carrière. Ah ouais, carrément. Ah, un jour on fera une émission sur toi et tu nous feras ton 5 majeur de tes coéquipiers préférés. Lui il est à l'aile, tranquille, il a son spot de starter sécurisé. Voilà. Dernier sujet avant de passer au gros programme qu'on a annoncé. La WNBA a repris la semaine dernière. L'occasion de voir aussi des joueuses françaises, comme Maren Johannes avec New York, Dominique Malonga, Seattle, et Gabby Williams aussi. Bri Hartley de retour aussi. Ça faisait 3 ans qu'elle n'avait pas joué, donc on l'a pris à Connecticut. Avec aussi la MVP aussi, la LFB, Kalata Djabi. Qui sera intéressant de voir. Badian avec les Lynx de Minnesota. Comme on le sait, il y avait des finales très 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 intenses l'année dernière, entre New York et Minnesota, qui s'est terminé en Game 5. Avec une victoire de Minnesota en prolongation, une des plus belles finales de l'histoire de la WNBA. Donc les fans de basket féminin, allez voir la saison, elle va être incroyable. On a des grosses joueuses, du Caitlin Clark, on a des AJ Wilson, Nafisa Collier,
Bref, ce que vous avez déjà vu pendant les JO en 2024, c'est ce que vous allez voir là pendant plusieurs mois avec la WNBA. Non mais Mills, tu sais ce que veut dire WNBA? Ouais. C'est Wonder League, National Basketball Association. Parce que vu le nombre de représentantes de ligue féminine française en WNBA actuelle, j'ai un petit coup de gueule à faire quand même. Ah, déjà le coup de gueule du SAR. Oui. Nouvelle séquence dans l'émission, il y aura le coup de gueule un petit du coup SAR. de gueule. C'est un mini coup de gueule. Alors c'est un coup de cœur ou un coup de gueule. Voilà. Aujourd'hui, c'est un coup de gueule. C'est un mini coup de gueule. Minia Touré, que j'adore, n'a pas réussi à sécuriser un contrat garanti pour la saison. Elle a été coupée juste avant le début de la saison régulière, alors qu'elle avait fait des très très bonnes performances en pré-saison. Avec Golden State, les Valkyries. Avec les Valkyries, exactement. Ouais, et le petit coup de gueule, ce n'est pas le fait que voilà, je suis déçu, c'est pas juste ou autre. C'est le business. Et je pense qu'on aura un épisode prolongation à faire sur ce genre de choses. Sur le business. Sur le business de la NBA. Parce que je parle même pas du le business. Mais il y a vraiment quelque chose à faire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'incompréhension par rapport à sa non-signature. Et le petit coup de gueule que je fais, le mini coup de gueule, c'est juste dans l'idée pour moi de clamer mon amour, mon affection à Minia, que je pense est une joueuse extraordinaire, internationale française, qui n'est plus à présenter pour ceux qui suivent le basket féminin en France, et pour ceux qui ne la connaissent pas, Minia Touré, renseignez-vous un petit peu, qui a longtemps été aussi en équipe de France 3-3, senior, qui a gagné les championnats d'Europe et autres. Donc voilà, Minia, j'ai une touche très affective pour elle. La raison pour laquelle je veux faire ce petit coup de gueule, c'est que malheureusement, elle est victime de ne pas avoir été au bon endroit au bon moment, ou de ne pas avoir pu, entre guillemets, saisir cette opportunité. Il faut qu'elle s'accroche, ça c'est sûr. D'autres opportunités vont se présenter. En tout cas, je lui souhaite très sincèrement. Mais il faut comprendre que parfois, ce n'est pas à la méritocratie qu'on rentre en NBA ou qu'on rentre en WNBA. La grande difficulté du championnat américain, malheureusement, c'est de réussir à séduire les bonnes personnes au bon moment, d'avoir la bonne représentation. Ah oui, non, de ne pas être peut-être en conflit avec les intérêts de la franchise par rapport à des joueuses qui ont été draftées, parce que parfois c'est ce qui se passe, c'est pas le fait de ne pas être suffisamment forte pour intégrer la ligue, ce n'est pas le fait de ne pas avoir performé comme il se doit, ce n'est pas le fait d'avoir le mauvais agent, c'est le fait de tu ne corresponds pas à nos besoins concrets, ou tu rentres en conflit avec ce qu'on est en train de construire, malheureusement, pour toi. Si on a recruté, on a drafté une joueuse sur ton poste, même si elle est moins forte que toi à l'heure actuelle, on l'a draftée. Donc forcément, on peut pas te donner ce contrat. On peut pas se désavouer, etc. Voilà, donc on fera, je pense, un épisode de prolongation sur ça, mais Minia, continue. N'abaisse pas la tête pour ça. Ce qu'il faut dire, c'est le sport, c'est comme la musique, c'est à 80%, c'est pas de la musique et c'est pas du sport. Mais vraiment, ça se cristallise. La politique, etc. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte, c'est infernal. Vraiment, par rapport à ça, on n'a pas vraiment ce genre de problématique en France ou en Europe. En tout cas, pas à la même échelle. Quand on parle de WNBA ou de NBA, c'est la même maison mère. C'est du business. J'ai tellement d'anecdotes à vous raconter sur ça. J'ai tellement de choses à vous expliquer et à partager par rapport à ce business de la NBA, de la draft, des contrats signés, de la durée des contrats, pourquoi des joueurs jouent moins de 6 ans, pourquoi d'autres joueurs jouent plus de 6 ans. On a beaucoup de choses à vous proposer, donc on aura un épisode sur ça à faire. L'expert a parlé, c'est on est en train de travailler sur un petit format là-dessus pour faire beaucoup de pédagogie, expliquer, revenir sur des faits historiques pour que vous compreniez mieux le business du basketball. C'est bon pour les news? Ouais, c'est bon pour les news. Ok, c'est bon pour les news. On peut repasser petit bilan des game sets, du game set entre OKC et Denver. On aurait bien voulu des game sets. Il y en a eu qu'un, malheureusement. Alors, Denver, OKC. Le game 7. Comment l'expliquer? On regarde le premier quart-temps. On se dit, Denver prend bien. OKC, ils sont pas en rythme. Son maladresse de dingue. Christian Brown commence très bien. Jokic rentre dans son match. Et il y a eu un joueur qui a tout changé chez OKC. Et je veux bien le souligner parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Il a fait partie aussi des personnes qui ont été importantes pour le titre des Lakers en 2020. Je parle de Alex Caruso. Exactement. Alex Caruso a été tellement important et je veux en parler parce que c'est le genre de joueur, quand vous l'avez dans votre équipe, ça vous fait gagner un titre. Pourquoi? Parce qu'il vous fait tout le sale boulot. Parce que quand il rentre, tout le travail que vous voyez pas, c'est lui qui va le faire. Il s'est occupé de Jokic, défendre sur lui, intercepter les ballons, etc. Il a rapporté quelque chose qui a fait que le match a tourné.
et OKC, après c'est parti en blowout, hein, dans un Game 7 où malheureusement on avait un Aaron Gordon qui jouait en dessous, il devait pas jouer, mais gros respect à lui parce qu'il a quand même fait un bon match malgré son état. Jamal Murray abonné absent. Apparemment il était malade, mais il avait quand même reçu son Game 6, mais voilà. Michael Porter Jr., est-ce qu'on en parle encore à nouveau? Pas présent aussi. Russell Westbrook pas présent pour ce Game 7. Ça a coûté cher. Jokic pas aussi impactant que prévu, mais avec tout ce qu'il donne depuis plusieurs semaines, depuis toute cette année, hein, où il a charbonné, où on sait que les défenses sont sur lui, qui ont cherché à l'épuiser, mais on sentait que mentalement aussi, je pense que c'était aussi l'épuisement. Je pense que... Bah, c'est normal, il doit jouer et coacher. Non, c'est ça. et ce qui s'est passé, hein, concrètement, le Game 7, c'était ça. C'est que la défense OKC a été beaucoup plus rude. Les joueurs autour de Shai ont assuré aussi. Bien sûr. Parce que le Game 6, ils étaient un peu abonnés absents. Williams, Holmgren, ils ont tous été bons. Hein. Et là, et tous présents. Et là, OKC, taille patron. Ils ont clôturé le match en 3 quarts-temps. Le dernier quart-temps, c'est juste Shai qui voulait mettre ses 30 points, 32 points, etc. Finir le match et malheureusement, on a fait un Game 7 pas super plaisant, malheureusement, malgré la bonne série qui était OKC Denver. Ouais, clairement. Très rapidement, moi, ce que j'en pense, c'est que victoire logique d'OKC, un effectif en meilleure santé, déjà, mieux organisé, la marque est bien répartie, tout le monde a bien participé, et il y a des joueurs, comme tu le dis, il faut rendre hommage à Alex Caruso, qui sont des joueurs qui savent te sortir la performance défensive quand il le faut. Et je pense que j'aurais bien aimé être dans le vestiaire pour entendre le speech d'avant-match, parce que eux ont un coach. Et la motivation dont ils ont su faire preuve dans une salle qui était en feu pour remporter cette victoire. Bon, nous on a parlé, maintenant on va laisser l'expert nous expliquer. Combien de temps mort? Les gars. Pardon, excuse-nous. Bon, rappelle la règle. Temps mort, c'est pendant quand l'une des personnes sur ce plateau demande un temps mort, à la 1 minute en isolation. Pour pouvoir s'exprimer sans qu'elle soit interrompue. Je suis prêt. T'as set up le chrono. C'est parti. Alors, moi, c'est sur cette ère-là que je parlais, mais je vais pas m'attaquer aux deux équipes, je vais m'attaquer plutôt à Adam Silver et à toute la NBA. Vous aviez là un duel de MVP, parce que ça va être c'est le premier contre le deuxième. On saura le MVP dans la nuit de mercredi à jeudi, hein, entre parenthèses. Tous les trophées individuels ont été donnés au premier tour. Ça veut dire que, logiquement, ils savaient déjà depuis longtemps qui est MVP depuis un petit moment. Ils avaient l'occasion de célébrer le MVP devant le public, que ça mette un peu de drama, que ça mette un peu de rivalité dans la série, et malheureusement, ils ont pas assuré ça. Moi, j'étais très déçu. Shai avait 4 matchs à domicile, Jokic avait 3 matchs à domicile. Il y avait largement de quoi faire, soulever le trophée à domicile devant le public, créer quelque chose d'assez incroyable. On a eu un duel d'MVP épique toute l'année. Qui va gagner? Shai, Jokic. Je pense que même quand on verra le classement, ce sera très serré. Et malheureusement, pour moi, ils ont 10 merdé. secondes. Pour moi, ils ont merdé. Ils auraient dû donner le MVP pendant cette série-là. Ça aurait été un peu de drama, ça aurait été magnifique. Et nous, on aurait kiffé pour les années à venir aussi voir la revanche du MVP perdant face au MVP sortant. Le mec, il a fait ça en 1 minute, 1 seconde. Voilà. Merci bien. Belle intervention. Non, pour le coup, extrêmement pertinent et tu as entièrement raison. Je vais pas faire un coup de gueule parce que ça sert à rien de faire un coup de gueule, mais je vais tout de même partager avec vous mon désarroi de la performance de Russell Westbrook dans ce match 7. Et toi, je sais déjà ce que tu vas dire, mais j'aimerais expliquer le pourquoi. Je suis un peu dans ce désarroi là. Vous avez parlé de Caruso, vous avez parlé justement du fait que Caruso a été en capacité d'amener un écho défensif d'impact. Il faut aussi mettre en avant le travail du staff qui a pris l'option de vraiment venir perturber la mise en place offensive en mettant un petit gabarit qui va être dans son cylindre. Ça a perturbé Jokic. Tu fais ça sur une série de 7 matchs, Jokic, il y a son ordinateur interne qui va commencer à disséquer un petit peu les informations. Ça peut prendre du temps, mais d'ici le prochain match, tu te fais détruire. Mais tu sors ça de ta boîte sur un match 7 où il n'y a pas le temps d'adaptation, avec un Gordon qui est amoindri, tu prends, je veux dire, une bonne option, c'était très intelligent, et puis Caruso a une telle capacité à exceller sur une mission défensive où on sait qu'il a absolument zéro ego, ce mec. Donc voilà, bien entendu, et Mills a parfaitement décrit l'impact de Caruso et l'importance qu'il a eu dans la victoire du match 7. Moi, j'aurais bien aimé
qu'il y ait plus de répondants en face. Forcément. Par rapport au fait que un Westbrook qui a lui-même dit, moi, mon rôle, c'est de venir et de shit up. OK? De buck shit up. Et il a été en capacité de le faire dans les séries précédentes. Exactement. Il a été en capacité d'exceller. Et moi, même si je sais ce que tu penses de Tortue Ninja, même si je sais que tu t'apprécies pas particulièrement ce joueur, Flexta, ça reste malgré tout un putain de joueur de basket qui est encore à l'heure actuelle suffisamment talentueux, suffisamment frais physiquement pour faire des putains de matchs de basket. Et c'était l'opportunité rêvée pour lui de se mettre en mode OKC Westbrook. De se mettre en mode, tu sais, all time Westbrook, let it go. Et le pire, hein, c'est que ça aurait pu ne pas marcher. Il aurait pu faire une soirée catastrophique, nous faire un 5 sur 19 au tir. Mais au moins, si tu dois tomber les armes à la main, il faut que le clip, il soit vide. Il faut que t'aies plus de munitions. Ce qu'on reproche d'ailleurs à Jimmy Butler, hein, du côté de Golden State. Tu veux dire play-in Jimmy? Ouais, play-in Jimmy. Mais si tu veux, ce qu'on reproche à Jimmy Butler, c'est-à-dire de dire, OK, t'as Steph qui est absent. Tu prends 60 millions à l'année. À un moment donné, Step up. do what you gotta do. Prends 30 tirs s'il faut. S'il faut prendre 30 tirs, et même si t'es à 5 sur 30, fais ce que t'as à faire pour donner de la chance à ton une chance à ton équipe. Et c'est ça qui a manqué pour moi du côté de Denver. Non pas que je pense que Denver aurait gagné. Non pas que je pense que c'était une garantie, mais j'aurais voulu voir tout de même plus tu vois, que ce soit un combat plus indécis. Je pense qu'OKC est la meilleure équipe. Ouais. Je pense qu'OKC est la plus profonde. Je pense qu'OKC mérite plus sur la saison d'aller dans cette finale de conférence. Donc, pour moi, il y a pas mal d'onnes et j'ai aucune vendetta personnelle face à OKC. Mais pour l'amour du basket et puis aussi pour l'attrait de fin de match folle et d'avoir des séries classiques, parce qu'on a eu une série classique. Combien de matchs se sont joués dans les derniers instants? C'est vrai. Est-ce qu'un match 7, il part en queue de boudin à cause d'un Gordon amoindri et d'un Westbrook qui saisit pas l'opportunité? Ne mettant pas, hein. Je ne mets pas la responsabilité sur les épaules de Westbrook en disant que c'est à cause de lui, hein. Mais j'aurais juste voulu, et j'attendais, que au moins, il y ait cette volonté de dire, do or die, on y va. Exactement. Quitte à mourir les armes à la main. Et c'est ce que je reproche sur ces playoffs à Jimmy Butler et à Westbrook sur ce match 7. Et voilà. Et c'est pour ça que je le dis juste pour conclure que Christian Brown, très important de le dire parce que c'est le seul pour moi qui a step up dans ce Game 7. Quand je voyais ce match-là, c'est le seul dès le début, va mettre des tomards, va mettre les paniers, qui a accompagné Jokic. Et franchement, un gros respect à lui. Parce que parmi les joueurs où je m'attendais pas forcément à ce qu'il fasse un gros Game 7, je m'attendais plutôt peut-être à un Jamal Murray. Ouais. Mais lui a step up, malheureusement, pour une défaite de Denver. Westbrook, il fait 2 sur 7 au tir, gros. Non, mais 7 tirs tentés, 7. Pourquoi? Les gars, moi, vous savez ce que je pense de Westbrook, et c'est exactement pour ça que j'aime pas ce joueur. Je vois aucune intelligence. Il y avait un moment là, il y a un boulevard, t'es un mec d'expérience. T'es le plus vieux de l'équipe, enfin l'un des plus vieux de l'équipe et tout. Westbrook, on a besoin de toi. Et si Jokic il peut pas se reposer sur toi sur un match comme ça décisif que t'as déjà connu, t'as fait des finales NBA, etc., etc. T'es censé avoir de l'expérience et son intelligence on la voit jamais. Enfin bref. Bon, Christian Brown l'année prochaine. Ah mais normalement si le front office il est intelligent, il s'organise pour faire quelque chose de propre. Mais il y a plein de choses à revoir à Denver. Ça va avoisiner les 30 millions. Je pense qu'il faut déjà avoir un coach déjà. Ouais voilà. Faut casser pas mal de choses. Faut casser pas mal de choses. Faut couper pas mal de mecs. Et il faut reprendre Après, c'est pas le couper. Pour moi, c'est pas couper pas mal de mecs parce que l'équipe à l'heure actuelle, regarde, il faut pas oublier qu'il y a eu un Jamal Murray qui a été amoindri et que ça a beaucoup impacté, le classement final de Denver. Jamal Murray, va falloir commencer à se poser des questions. Ça fait plusieurs années que t'es pas là. Bon, mon gars. Va aux Lakers ou va quelque part, mais il y a un gros bilan à faire sur Denver. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ok, les gars, on passe à l'affaire qui nous intéresse le plus, évidemment, Boston-New York. Boston-New York, les gars, on en a parlé avec Nguiran, big up à toi, frérot. Non, Nguiran, il vit sa meilleure vie, là. Ah non, mais là, il est en train de fêter depuis la dernière fois jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est pas là. Ouais. New York, à l'heure actuelle, là, ils vont affronter Indiana, on en parlera un peu plus tard, hein. Là, ils vont affronter Indiana cette nuit, du mercredi à jeudi. Ils ont battu Boston 4-2. Alors, nous, quand on a fait l'émission... Qui l'eût cru? Ouais, quand on a fait l'émission, il y avait 2-1 New York. Le Game 4 a été le plus serré, le plus important, parce qu'il a tout changé. Gros match de Tatum, gros match de Brunson, gros match au Madison Square Garden, hein, c'est un match limite épique. On a vu malheureusement la blessure de Tatum à la fin. Hein.
voilà, on sait qu'on va pas le revoir pendant un bon petit moment. Je pense même la saison prochaine, ça va être compliqué de le voir. En tout cas, on lui souhaite bon courage, bon rétablissement. Bon rétablissement. Mais je veux pas mettre la défaite de Boston sur ça, tout simplement parce que le match était déjà fini quand Tatum s'est blessé. New York avait déjà pris l'avantage. Mais ce que je veux dire, hein, Boston, c'est très simple. Hein. Ils ont survécu par les 3 points. Ils sont morts avec les 3 points. Pour moi, c'est ce que j'ai envie de dire aussi dans cette équipe-là. Live by the 3, die by the 3. Exactement, live by the 3, die by the 3. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour les 2 premiers matchs, par exemple, où on sait qu'ils menaient de 20 Mais la série s'est jouée là. Hein. Et c'est ça? La série, les amis, on peut, excusez-moi, hein. Je te redonne tout de suite la main. Mais vous pouvez me dire ce que vous voulez, hein. Le pronostic initial par rapport à la logique du basket et autres. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça aurait été n'importe quelle autre équipe. J'aurais pu comprendre. Mais les champions en titre? Ouais, non, c'est abusé. Les champions en titre qui bananent. Est-ce qu'il faut remettre il y a trop de choses à dire. Est-ce que c'est le coach? Est-ce que ce sont les joueurs? Peu importe. À un moment donné, vous pouvez pas faire un copier-coller de la bévue du match 1 sur un match 2 et vous mettre en position où maintenant vous êtes à 0-2 et vous partez au Garden. Ouais, bien sûr. Donc, vas-y, enchaîne, Mix. C'est ça. Et après, on a vu un game set où Boston s'est réveillé. Jalen Brown s'est réveillé, Luke Cornett a fait un match, on sait pas, 7 contre, bref, il a fait un match incroyable, Derek White aussi à plus de 30 points, on s'est dit, ah, peut-être. Et là, on a vu un cataclysme, je sais pas ce qu'on a pu voir, hein, pour le game 6, mais c'est une correction qu'a pris Boston. Je voyais le match en direct, j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe? On a vu New York éteindre Boston dès la première mi-temps. Il y avait déjà plus match, hein. Il y avait plus match. Alors, je t'interromps juste 2 petites secondes. Luke Cornett. Il a pas une sœur qui s'appelle Charlotte? Non, pardon. Désolé. Désolé. Technique. Désolé. Allez. Tout ça pour dire que New York était en folie. Le Game 6, on a vu une ambiance pas possible au Madison Square Garden parce qu'on rappelle, hein, c'est la première finale de conférence de New York depuis l'année 2000. Depuis 2000, donc ça fait 25 ans qu'ils n'ont pas été en finale de conf. Petit truc un peu depuis 2000 Depuis 2000, exactement, parce qu'en demi-finale, ils avaient fait en 2013 contre Indiana, ils avaient pas en demi-finale de conf. Oui, mais 2000 parce qu'ils sont allés en finale NBA en 99. Ils ont fait 2000 et ils ont perdu contre Indiana. Peut-être 99 ou 2000, c'est l'une des deux, mais je crois que c'est 99 2000. Ils font finale NBA. Ouais, c'est bien là, tu me fais douter sur la dernière année. Je peux pas si c'était 99, mais si c'est 2000. Moi, j'avais l'impression que c'était 2000. Vas-y, enchaîne. On va vérifier ça pour toi, vas-y. Voilà. Et, ce qui est, c'est 2000 où il perd contre Indiana 4-2. Voilà. Pour l'anecdote. L'homme est fort. Dans l'équipe de New York, il y avait le père de Jalen Brunson qui jouait à New York en 2000. Et là, c'est le petit symbole où Jalen Brunson, le fils, va amener cette équipe-là en finale de conf. Sachant que le père est dans le staff. Voilà. Après, bien évidemment, une grosse équipe de New York. On a vu un Anunoby qui fait un gros match. On a vu Towns qui fait un gros match. Bridges qui fait un gros match. Bref, cette équipe-là est plaisante à voir jouer. Cette équipe-là a du cœur et va affronter Indiana pour justement une place en finale NBA. Tout l'espoir de New York se place là. Tout New York suit cette finale de conférence. Tout le monde suit ça. Et je sais pas pour vous, hein, mais ça fait plaisir pour moi de voir New York gagner cette série parce que en termes de mérite, la logique n'est pas respectée, mais au moins c'est l'équipe qui avait le plus envie qui a gagné. Voilà comment je. Écoute, tu sais quoi? En termes de mérite, au final, le mérite se mérite justement selon les opportunités, selon les situations. C'est-à-dire que même si la saison régulière donne certaines perspectives ou certains programmes qui doivent être suivis supposément, le programme il change tous les jours, hein. Et donc la méritocratie des New-Yorkais, c'est que dans les 2 premiers matchs, et on en avait déjà parlé, ils ne se sont pas abattus, ils ont pas abandonné, ils sont restés alors qu'ils étaient à -20 dans l'optique de dire jusqu'au buzzer final, et ça a changé drastiquement la physionomie de la série, leur confiance en eux, leur rythme, leur alchimie. Il y a plein de choses qui se sont passées. Il y a peut-être une euphorie aussi qui s'est créée parce que quand on voit comment New York a réagi, par contre, je prends mon temps mort. Oh là. Deuxième temps mort de l'émission. Ok. Par Angelo Tsagarakis. Ok. Tu le fais. Moi, mon truc, il est prêt, j'ai juste appuyé. Vas-y. Je m'auto-arrête. Temps mort pendant une minute. Le protagoniste peut dire tout ce qu'il veut et on n'a pas le droit de l'interrompre. Allez, c'est parti. Les fans des New York Knicks, je vous aime bien. Vous êtes cool. Vous croyez dans votre projet sportif et vous êtes fidèles. Donc, sur ça, vous avez mon respect.
Mais par contre, d'envoyer des sacs poubelles dans les rues de New York sur un gars qui a un maillot d'Indiana sur le dos, les gars, c'est comment? C'est au niveau du respect. Alors je veux bien. Je suis grec, je connais Panathinaikos, Olympiakos, je suis français, je suis parisien, je connais PSG, l'OM, je connais, ok, d'accord. Les voitures rayées quand t'es immatriculé 75 du côté du sud, d'accord. Mais comment ça se passe dans les rues de New York? De vous mettre à 500 000 face à 1, d'envoyer des sacs poubelles sur la tête des gens, vous connaissez même pas les gens, ils vous ont rien dit de spécial, ils sont juste là à supporter leur équipe, tout en apprenant derrière qu'en plus le mec c'est un pompier, le gars c'est juste un fan de basket qui est venu qui est venu peut-être faire une petite intox, une petite provocation, mais c'est bon enfant, faut pas emmener ça à un niveau qui soit déplaisant. Donc ma minute est terminée, à un moment donné, le trash talk, je veux bien, mais quand on commence à faire une agression physique sur les gens, c'est là où ça part en vrille. Ouais. Donc je vous mets une faute technique. Fan des New-Yorkais. Juste pour ça, vous méritez de perdre le match 1 à domicile. Non, je dis juste pour ça, vous méritez de perdre le match 1. J'ai pas dit la série, C'est pas Jalen Brunson qui a jeté le truc. Non, oui, mais le karma que tu sèmes sur ta franchise, c'est un truc aussi. Je dis juste que pour ça, vous méritez de perdre le match 1. Est-ce que ça se passera? Je ne sais pas. Mais si vous le perdez, sachez que c'est le karma qui vous aura fessé. De toute façon, Tyrese Haliburton, il est invité pour le Game 4. Ouais. Pour le Game 4 qui sera de son dernier game d'ailleurs. Non. Oui, moi je crois en New York. Moi je crois en New York. Ok. Vraiment, les gars, moi très rapidement, ce que je veux dire, c'est que effectivement, la logique du basket n'a pas été respectée, mais des fois c'est pas logique. Des fois c'est juste la dalle. Fait, une fois que t'as que t'as 2-0, la logique de la série après a été respectée. Voilà. Une fois que t'as les 2-0, la logique a en fait bifurqué dans une autre voie. Pourquoi je dis la dalle, c'est que Boston, ils sont arrivés en bon, on est les champions de titre, on est Boston, bon, c'est New York, ils les ont pris de haut, tout simplement. Et dès que tu les prends de haut une certaine équipe qu'à la dalle, et en plus, New York, c'est particulier parce qu'il y a une ville aussi avec toute une énergie. Et le slogan de New York, hein, ça pourrait être tout simplement Get the F out of here, tu vois ce que je veux dire? Je vais pas le dire parce que voilà, on est sur YouTube, mais la ville, l'énergie, le bourdonnement, ils ont faim. T'as vu ce que LeBron a dit au sujet de Boston? T'as vu passer ça un peu sur les réseaux? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'est un truc. Il a dit que Bronny James aurait dû jouer là-bas. Oh, qu'est-ce qui se passe? Faute technique, là, j'ai entendu une notification, là. Il a dit que il avait cette sensation que Boston était tellement fort qu'à des moments, ils étaient un peu, tu sais, bored, quand tu t'ennuies. Ils s'ennuyaient. Ouais. Ils ont dit ça. Et ils ont dit, ouais, des fois, Boston, en saison régulière, ils sont tellement forts qu'il y a des moments où on sent qu'ils s'ennuient. Pour moi, c'est vrai. Et donc, tu penses que c'est juste, je te pose la question, hein. Je prétends pas que c'est le cas, mais je rebondis sur ce que LeBron a dit dans un podcast. Est-ce que tu penses, toi, que c'est peut-être ça qui s'est passé en début de série face à New York? Alors, oui, clairement. En fait, c'est des êtres humains. Des fois, on dit, ouais, ils sont suffisants, mais oui, mais c'est humain. Les mecs sont champions en titre. Les mecs, ils ont roulé sur la saison régulière sans trop se fouler, etc., etc. Ils sont à plus 20 lors du match 1. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont à plus 20. Ils se disent, bon, ça doit y aller tranquillement, etc., etc. Oh, ils sont surprendre par des mecs, des pitbulls là qui sont énervés. Boum, boum, boum. Oh, merde, on a perdu. Ouais. Bam. Après, là où vraiment ils sont à blâmer, c'est sur le game 2. Tu peux pas recommencer la même chose, etc., etc. Et à partir du moment où les mecs, ils ont deux matchs d'avance, tout peut se passer. Sur, un malentendu, bim boum boum boum, l'autre il sort un gros match, allez hop. Après bon, il y a la blessure de Tatum, de Tatum qui est vraiment malencontreuse. Il y a Porzingis qui a sa maladie, on sait pas ce que c'est, quel virus il a, etc., etc. Donc l'alignement des étoiles était là pour New York et ils ont répondu présent et ça fait plaisir de voir New York à ce niveau-là. Et quand New York est à ce niveau-là, la NBA se sent bien, tu vois ce que je veux dire. Ouais. La NBA se porte bien quand New York a une grosse équipe parce que c'est une salle mythique avec un public qui connaît le basketball. C'est une ville de basket, il y a rien à dire. Mais quand tu penses même au réservoir de talent qui sort année après année, que ce soit surtout au niveau des arrières, des ailiers, t'as moins de pivots, de renom estampillé new-yorkais, mais au niveau de la ligne arrière, des ailiers, des scoreurs, des tueurs à gages new-yorkais, la liste est très très longue. C'est sûr que c'est intéressant. Moi, ça me déplaît pas. J'ai fait mon petit coup de gueule là, mon temps mort par rapport aux fans qui ont mené ça un petit peu trop loin. Bien sûr. Les images étaient trop déplaisantes. Ouais, ça, c'est de la ragra. Non, j'étais vraiment, ça m'a vraiment fâché entre guillemets. Mais il est évident que ça se porte bien. De toute manière, tu veux
et tu sais, et je pense que vous serez d'accord avec moi, les garçons, à un moment donné, même si les autres franchises peuvent potentiellement arriver à ce stade de la compétition, tu verras pas des liesses de joie dans les rues et une communauté de fans être aussi expansive que celle de New York. Ouais. Avec beaucoup d'insultes, hein. Ouais, mais tu vois, c'est New York, New York. Exactement. C'est une autre culture. Ouais. Et là où le fuck est une interjection. Juste deux choses. Juste pour revenir à ta question. Ouais. Je pense que oui. Je pense que Boston, c'est une équipe que je regarde beaucoup parce que mon frère est fan de Boston. Et ouais. Donc du coup, il soigne ou il prend quoi? Il prend quoi comme traitement? À l'époque de Kevin Garnett a tout changé, hein. 2008, grosse équipe. C'est vrai qu'il a rebombé le torse à ce moment-là. Mais non, c'est surtout, est-ce que Smooth Moose est en PLS? Comment vas-tu? Mousse. Il est pas là, donc voilà. Comment vas-tu? Nous avons une pensée pour toi. D'ailleurs, je propose de faire 1 seconde de silence. Voilà. Donc. Non, ces équipes, on a déjà vu ça auparavant aussi, mais c'était beaucoup mieux passé. Quand, par exemple, les Warriors, en 2018, avaient la grosse équipe qui est dit, etc., ils disaient, en saison régulière, on s'ennuie. Nous, on attend que les playoffs, etc. Bon, bien évidemment, ils avaient une équipe beaucoup plus forte qui permettait qu'ils ont roulé sur la conférence Ouest. À part contre Houston en 2018, on connaît la finale. Mais c'est vrai que des équipes comme Boston, on sait très bien, ils ont un 5 de départ incroyable. Ils ont des joueurs de banc aussi incroyables. Ce qui fait que des fois, ouais, ils se disent, c'est un peu comme le Orlando, hein. Ouais, bon, on va se réveiller au bout d'un moment, on va gagner la série. Je pense qu'ils ont vu ça aussi comme ça. À 2-0, je pense qu'ils n'ont pas paniqué, mais le game 4 a tout changé. La blessure Tatum a tout changé, et malheureusement, ils ont été pris à leur propre piège, et ça fait une défaite. Tu sais ce qu'il en manque? Selon moi. Ouais. Un méchant. Un Marcus Smart, peut-être? Marcus Smart. Un mec qui vient, il insulte la mère de tout le monde. Ouais. Et Ben, je pense que justement, il y a aussi ça, et il y a aussi le fait que le coach a changé. Et l'année dernière, tout avait été fait pour que Boston gagne. Hein. Il n'y avait pas trop de changements à faire parce que l'équipe était déjà construite sur plusieurs années. Mais Ime Udoka, qui était le coach de Boston, qui a construit tout ça avant qu'il se fasse virer pour vous savez les raisons. Non, c'est pas. Tu peux nous expliquer. Je pense que tu voilà. Et ce qui fait que là, justement, il manque un recadreur. Il manque quelqu'un qui, comme t'as dit, hein. Des fois, on fait n'importe quoi. Faut insulter deux, trois darons. Parce que Tatum, aussi fort qu'il est, c'est un gentil. Et tout le reste autour, c'est des gentils. Pensez pas que Jaylen Brown, qui a quand même pris, je pense, une autre envergure au niveau de son leadership vocal, a tenté de recadrer un peu tout ça? Je pense pas. Et à Ford, c'est un vétéran quand même. Après, Jaylen Brown, voilà, la saison, elle était pas terrible, il était en délicatesse avec son shoot. Il y a son nouveau statut où je suis pas le meilleur joueur de l'équipe, mais j'étais MVP, donc voilà, je vais essayer le truc. Alors Ford, il a 79 ans. Ouais. Tu vois, il y a plein de trucs qui font que au bout d'un moment. Et franchement, avant le game 5 et game 6, j'allais incendier Jaylen Brown. Parce que pour moi, t'as été MVP des finales de conférence en dernier, MVP des finales. Je suis désolé. Là, Tatum, il a apporté quand même, on avait un gros game 4. Jaylen Brown, malheureusement, t'as un peu moins vu. Après, j'ai vu le game 5, ok, t'as apporté. Game 6, j'ai vu que t'étais le seul qui voulait quand même faire. J'ai dit, bon, allez, d'accord. Mais t'es quand même MVP des finales. À part Iguodala, où on sait très bien qu'il aurait pas dû être MVP des finales, où, vas-y, lui, je calcule pas trop, mais Jaylen Brown, on te met des fois au même niveau que Tatum. Ça veut dire que quand Tatum n'est pas là, tu dois porter ton équipe aussi bien que Tatum arrive à le faire par moment. Après, c'est en termes de playmaking aussi. Parce que Tatum, il essaie de faire du playmaking, là où Jaylen Brown, il essaie de s'entêter sur le scoring. Après, voilà, comme tu l'as dit, Tatum, c'est un gentil. Sa meuf, c'est elle amait, c'est-à-dire il rentre à la maison, ça fait R&B, tu vois, elle lui fait un petit pondou, tu vois ce que je veux dire, c'est doux, tu vois, il est light skin, beau gosse, nanana, tu vois, c'est mou, c'est doux, c'est, tu vois, fondu, il est arrivé face à des New-Yorkais qui lui dit, get the fuck out of here, non. Pardon, je me suis énervé. Non, ça c'est le Wu-Tang Clan qui est sorti là. Mais maintenant, là, on a une finale de conf entre New York et Indiana. Ok. Preview. On passe à la preview. On passe à la preview des finales de conférence. Sachant qu'il y a le game 1 qui est entre OKC et il y aura le game 1 qui sera passé quand la vidéo sortira, parce qu'elle sortira le match sera cette nuit. Je préfère commencer par quoi? OKC. Non, mais va dans la lignée parce que OKC a déjà joué. Donc là, on peut vraiment être sur la vague de la preview. Déjà, on le rappelle, hein, ces deux équipes se détestent cordialement depuis deux franchises. Années. On sait que c'est peut-être la plus grosse rivalité des années 90. Les moments épiques. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. La plus grosse? Hein. Ouais, pour moi, oui. Pause. La plus grosse rivalité? Pour moi, oui. Pour moi, la plus grosse rivalité, oui. Il a dit rivalité, gros. T'as pas le droit. C'est moi. Pardon.
Désolé. Excusez-moi les amis, mais il va falloir que on trouve un spécialiste, un exorciste qui puisse aider Flagstar. Comment j'ai dit ça? C'était trop. Pardon. Bon, Il a dit rivalité. Regarde, tu perturbes l'homme quand il fait la son... rivalité la plus intense, on sait, il y a des moments trop épiques. C'est pour ça que je mets la plus grosse rivalité. Ensuite, ils sont affrontés l'an dernier. On sait. Avec un t-shirt où Tyrese Haliburton, quand ils ont éliminé New York, le t-shirt de Reggie Miller, choking, on se rappelle à quel point ça a été important. Haliburton qui est aussi en mission, parce que depuis le début des playoffs, on dit que c'est un joueur surcoté. Non, c'est pas on dit. Les joueurs ont voté. On dit que c'était un joueur en Et là, pour l'instant, ils prouvent. Indiana, c'est une équipe qui se débrouille très bien parce qu'ils ont sorti les premiers de conférence, Cleveland, et en plus avec la manière. Ça va être une série qui va être importante. Ouais. New York, ils ont pas droit à l'erreur. Pour moi, il faudra pas déconner. Ça veut dire que les moments où il faudra prendre les matchs, faut les prendre. Parce que Indiana, pour moi, c'est l'équipe la mieux bâtie pour aller en finale NBA pour moi. À l'heure actuelle, là, pour moi, ils m'ont pas déçu. C'est l'équipe qui était très satisfaisante pendant ces playoffs-là. Ils sont arrivés, Cleveland 4-1. C'était expéditif. C'est un truc Franchement, expéditif. Il y avait qu'Angelo qui disait que Indiana pouvait sortir Cleveland. Moi, j'y croyais pas personnellement. Il l'avait dit et ça arrivé. Au premier tour, Indiana, c'était Milwaukee. Ok. Expéditif aussi. Donc, tu sors Milwaukee 4-1, tu sors, Mais il y avait quand même plus d'incertitude dans cette série avec Milwaukee parce que normalement la série devait aller au minimum en 6 matchs. Et il y a eu cette bévue comme on l'a dit en toute fin de match, la gestion à +7 à 1 minute et quelques, même pas à 1 minute et quelques. Ouais, 35 secondes, hein. Ouais, 35 secondes, c'était un crime de lèse-majesté, une faute professionnelle et donc forcément ça impacte. Donc oui, la sentence est la même, hein, Mills, mais la manière un petit peu moins. Du côté de la fessée dont tu parles face aux Cavs, elle était quand même plus significative. Je suis d'accord, mais en soi, tu perds quand même que 2 matchs en 10 matchs de playoff, hein. Tu fais un 8-2 pour l'instant. Ouais. Donc là, Indiana est en pleine confiance. On le sait, hein, ils ont une équipe, ça joue très bien au basket, ça joue vite. Les équipes se font plaisir à jouer. On a par exemple un excellent Pascal Siakam, par exemple, quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans cette équipe. Le Camer. Et on le rappelle qu'il a déjà été champion. Et on sait quand t'as des joueurs qui ont déjà été champions comme ça, qui vont apporter leur expérience. On a un Tyrese Haliburton. Aussi bien on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais il se fait plaisir aussi. On rappelle qu'Indiana, l'air de rien, c'est une équipe qui a déjà été en finale de conférence l'an dernier. C'est-à-dire qu'ils recontinuent. Ils sont sur une lignée, sur une continuité. Et pour moi, ils sont favoris sur cette finale-là. Malgré que New York a fini 3e, l'air de rien, donc ça veut dire que le game 1 sera à New York, si je me trompe pas. Le game 1, le game 2 sera à New York. Je vois bien Indiana prendre un des matchs, là-bas. Pourquoi ils sont favoris pour toi? Pour moi, parce que premièrement, pour moi, ils sont dans la continuité de ce qu'ils font depuis plusieurs années. Là, c'est une équipe qui commence à se construire bien. C'est une équipe offensivement qui n'hésite pas à punir, c'est-à-dire shoot raté, contre-attaque rapide. Ils jouent sur leur qualité. C'est une équipe qui est assez complète. Et je trouve que en termes d'expérience aussi, je mettrais Indiana qui est capable aussi, comme New York, hein. C'était important. Indiana a été capable, par exemple, où ils étaient un peu mal en point contre Milwaukee, hein. Il y a eu 2 matchs où ils étaient mal en point. À la fin de match, de retourner la situation, de prendre les matchs. La série contre Cleveland aussi, je pense que ça va leur jouer mentalement aussi, de se dire que, ouais, on a un Donovan Mitchell qui a fait 2 matchs à plus de 48 points. Oui, Cleveland a fini à plus de 60 victoires. Mais non. Nous, on est arrivés. On les a tapés comme il fallait. On a prouvé que, oui, c'est le numéro 1, mais nous, on est l'équipe qui mérite le plus d'aller en finale. Et par rapport à ce qu'ils ont déjà fait l'an dernier, je me répète, mais Indiana, pour moi, a une plus grande possibilité de gagner cette série-là. Maintenant, New York a remporté la série contre Boston, on le sait très bien, mais pour moi, n'était pas la meilleure équipe. Ils ont montré de très bonnes choses, et aussi malheureusement des mauvaises choses aussi. À voir si New York va limiter les erreurs. Pour moi, ça va être très important parce que Indiana, c'est une équipe qui sanctionne très vite. C'est une équipe qui sanctionne très vite. Et par contre, Indiana n'a pas... J'ai envie de t'embêter un peu, Mills. Ouais. L'année dernière, la série se termine en 7 manches. Entre les deux. Oui. Qu'est-ce qui a décidé la série? C'est les blessures de... Non, c'est les blessures. Mais après, pour moi, c'est mon ressenti. Franchement, je dis la vérité. Je t'embête, hein. C'est pour ça que je t'ai dit, mais... Je comprends tout à fait. Get him! Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Mais en tout cas, je m'attends à une série très physique, très intense. Je vais te dire. Cette rivalité, qui, comme tu l'as dit, hein, c'est les années 90, parce qu'il n'y avait pas eu cette rivalité-là avant, justement, 93. Ça a commencé en 93. Ouais, hein. Se sont joués 7 fois. Sur les 7 fois, c'est parti 3 fois en match 7.
Donc quand même, tu sens qu'il y a un truc qui se passe entre ces deux franchises. Tu sais que ça se joue sur les détails. Tu sais que ça se joue sur les dynamiques. Et pour le coup, je pense qu'on part à deux équipes qui sont bien matchées, dans le sens où c'est le 3e contre le 4e. Ouais. C'est des équipes qui naviguent sur une très belle dynamique. Les Pacers qui éliminent le premier de la saison régulière côté Est. Les Knicks qui éliminent le champion en titre. Et les favoris. Hein. Les favoris. Pour les deux, c'est très bon pour la confiance. Hein. Ouais, exactement. Donc si tu veux, pour moi, je peux pas vraiment mettre le doigt sur un élément clé qui va dire ils ont l'avantage à l'heure actuelle. Okay. Je pense que tu as deux écoles de basket différentes. T'as l'école Carlisle, Rick Carlisle, qui est académique basket, qualité Excellent du coach. jeu, Excellent coach. mouvement de ballon, jeu en transition bien léché, premières intentions autorisées. Voilà, il s'adapte à son personnel. Ce que j'aime avec Rick Carlisle, c'est que contrairement peut-être à un Thibodeau, Carlisle peut réinventer un peu son coaching selon le personnel qu'il a. Thibodeau, c'est différent. Thibodeau, c'est un dogmatique. Exactement. Et puis c'est aussi un homme qui est inflexible. Ah bah ça. Et quand on s'appelle DJ Flexta, c'est inflexible. Mais moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de sonnette d'alarme à tirer par rapport à un problème au niveau des blessures et on va dire de la forme des Knicks. Ouais, ils sont complets. Ouais. Ils sont complets. Robinson est de retour. Très bonne dynamique. Ils n'ont pas eu besoin d'aller en 7 manches, donc ils ont eu quand même quelques jours de repos avant le début de la finale de conf. Ce que n'a pas, par exemple, eu l'opportunité d'avoir un Denver Nuggets, ni même un OKC face à Minnesota. Est-ce que c'est quelque chose qui sera un facteur par la suite? On va en parler dans quelques minutes. Moi, là où ça se joue, c'est très simple. T'as une équipe, au final, des Pacers, qui ressemble beaucoup à Boston et à Cleveland dans l'absolu, dans la manière de jouer. Ça compte énormément sur l'adresse extérieure. Ça compte énormément sur la réussite à 3 points. Là où il y a une différence, c'est que les Pacers ont été capables d'amener leur niveau défensif à la hauteur de ce qu'ils recherchent en attaque. Donc, pour l'instant, ça fonctionne bien pour eux parce que la série contre Cleveland, il y a eu 2 matchs où ça pouvait tourner à leur défaveur. Hein. Et on parle plus de la même manière. Donc, ça sourit pour les Pacers. Tout va très bien. Soyez heureux du côté de l'Indiana. Mais malgré tout, ce que je vois, moi, du côté des Knicks depuis 2 matchs, me donne tout de même un petit peu plus envie de dire que ce sont les Knicks qui sont favoris dans cette série et que ce sont les Knicks qui ont le plus à perdre. C'est-à-dire que la pression n'est pas la même. Je pense tout de même, malgré le fait que ce soit Indiana qui était en finale de conférence l'année dernière, que ce sont les Knicks qui ont la plus grosse pression sur les épaules. Parce qu'ils ont l'avantage du terrain, parce qu'ils ont éliminé les Celtics et parce qu'ils savent pertinemment que si la série doit aller se jouer dans l'Indiana, ouais, c'est compliqué. C'est pas la même chose. Donc, il faut qu'ils conservent l'avantage du terrain, de prendre les deux à la maison là. Donc, quand on pense à l'importance de ce match 1, elle est largement plus grande du côté des Knicks que du côté des Pacers. D'accord. Parce que on est vraiment dans une dynamique où si Indiana arrive à s'engouffrer dans une brèche, ce sera pas la même problématique qu'avec les Celtics ou avec comment dire l'équipe du premier tour. Milwaukee. Ce sera pas la même problématique. Ah ouais. Mais et donc c'est pour ça. Je pense vraiment que Indiana va arriver léger, que les Knicks vont avoir une énorme pression au Madison Square Garden de confirmer, et ça peut tourner dans un sens comme dans l'autre. Soit ils font le boulot comme ils ont fait face à Boston. On vous éclate le fion, on fait le boulot, il y a rien à dire. Vous êtes au Madison Square Garden et on va verrouiller ça. En plus, entre parenthèses, un Game 6 qu'ils ont dominé du début à la fin. C'est le seul match qu'ils ont gagné, qu'ils ont dominé du début à la fin. Avec une équipe de Boston qui, malgré tout, avait proposé un basket très attrayant en match 5 et on se disait attention. On rappelle un Madison Square Garden qui sera en folie. Exactement. Là, franchement, l'ambiance sera dingue. Moi, je vous le dis, hein, l'histoire veut que ce soit New York qui aille en finale NBA. Possible. Le remporter, bon, on verra. Hein. Enfin, depuis 73, bon. Voilà. Mais pour moi, New York devait gagner l'année dernière. Hein. C'est les blessures. Oui, c'est bien sûr. Sans les blessures, Indiana passe pas. Bien sûr. Ouais, pour moi aussi. Mais pour le coup, New York a rendez-vous que son histoire, je pense. Donc, moi, je vois bien New York passer. Le seul truc sur lequel il va falloir faire très attention du côté de New York, faut que tout le monde soit OP.
C'est pas un jour c'est toi qui joues bien, un jour non. Là ils ont besoin de toutes les forces en présence. J'attends un gros 4. J'attends que Karl Anthony Towns lui sort vraiment une série complète du début à la fin. Qu'il aille dans la raquette là, qu'il arrête de faire le Kyle Korver, qui rentre dans la raquette et qui voilà, qui joue au poste et qui défonce tout le monde pour essayer de mettre des paniers. Surtout que il y a des sacrés clients en face. T'as Masterner, t'as Pascal Siakam, hein. En face, donc ça veut dire le match-up il va être très très intéressant. Il va être très intéressant, mais là surtout défensivement. Parce que Kat va devoir jouer au large là. Ouais. Siakam va s'écarter, va pas aller bourriner sur ce match-là. Au contraire, il va le jouer face au cercle. Il va jouer sur sa vitesse, son premier pas, sa capacité à avec sa dextérité à décaler le défenseur un peu plus lent. Donc et duel de meneurs aussi, on le rappelle, hein. Jordan contre Bronson, 2 des meilleurs meneurs de l'Est. Voilà, c'est tout ce qu'on rappelle. On rappelle aussi leur petit duel à WWE quand ils sont affrontés les deux là. Le catch là. Voilà, hein. Non mais quoi, c'était acté depuis. Mais pour moi, on a un épisode prolongation hein, qui est obligé d'être filmé. Je pense qu'on est obligé de ramener Nguyen et de se faire un épisode prolongation sur les rivalités sur la rivalité. Déjà les rivalités. Les rivalités. Il y a un autre client hein, que j'aurais bien voulu avoir sur le plateau pour ça, c'est Julien Muller, qui a écrit 2 livres sur les rivalités ça sonne bien, qui a écrit 2 livres hein, que d'ailleurs tu as lu qui s'appelle Les rivalités de la NBA volume 1 et 2. Si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller sur les plateformes en ligne, Amazon, la Fnac, ce que vous voulez, et allez vous procurer ce livre. C'est des petits bijoux et ça vous parle justement de ces rivalités-là. D'accord. Et donc quand tu parles de Indiana et New York, ça fait partie de ces grandes rivalités qui méritent qu'on se penche dessus et qu'on dissèque un petit peu les dynamiques et l'historique de ces choses-là. Exactement. Et ce que j'aime bien, c'est que quand on voit ce qui s'est passé avec Reggie Miller et John Starks notamment, 93, le coup de tête et tout ça, je pense qu'il y a quand même les ingrédients dans cette série-là. Exactement. Pour que ça parte en sucette aussi. Ouais. Je pense qu'il y a un truc. Un coup de tête à qui? C'est ça? Ouais. Dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez que va mettre un coup de tête en premier. Il y a un truc, je pense que les bouches vont être épicées, je pense que ça va être actif, je pense que le trash talk va être dantesque, je pense que Haliburton va pas reculer devant ce genre de choses. Au contraire, ça va le stimuler. Ça dépend, son père il vient ou pas? Non. Si son père il vient, il va avoir peut-être avec Spike Lee au premier rang, non, je sais pas. En tout cas. Ok les gars, dernière série. Bon, il y a eu le game 1 entre OKC bon, dissèque un peu le game 1 là. Minnesota. Mills. Alors, on rappelle hein, donc le match c'est dimanche dernier de Denver OKC, donc OKC qui enchaîne directement avec le game 1 contre Minnesota. Minnesota qui est rentré dans ce match avec un gros Julius Randle, 20 points à la mi-temps. Mais avec une grosse maladresse, et ça a coûté très très cher. Pourquoi? Parce que ils sont devant que de 4 points à la mi-temps, alors que OKC ne fait pas une bonne première mi-temps, alors que Shai ne fait pas du tout une grosse première mi-temps. Mais ce qui va se passer, c'est que OKC taille patron. Seconde mi-temps, ils vont tout serrer. Ils vont dire OK, on vous a laissé une chance de passer devant, mais désormais c'est terminé. Donc 2 quarts-temps. 3e, 4e à plus de 30 points. Une grosse défense. On sait un Alex Caruso encore, j'en parle, mais qui a très bien défendu sur Anthony Edwards. Malheureusement, ce que j'ai vu aussi, c'est la maladresse autour d'Anthony Edwards. J'en parle, hein. Naz Reid, 1 sur 11. De Vincenzo, 3 sur 14. Alexander Walker, 3 sur 11. C'est abusé. Malheureusement, on peut pas gagner comme ça. Quand on joue une équipe comme OKC, tu ne peux pas gagner. McConley, 2 sur 8. Non. Clairement, Minnesota est passé à côté de ce game 1. Ouais, ils sont ratés. Alors qu'OKC, Shai, alors il y a une annonce importante hein, de Mac Malone. Mac Malone, l'ancien coach de Denver, qui commente la finale et qui a dit... Finale de conf, ouais. C'est pour ça que Shai était... c'est pour ça qu'on considère Shai comme un MVP. Alors que Jokic, qui est son ancien joueur, le méritait autant. Ça a fait parler un peu... aux États-Unis, ce qui est normal, hein. Non, mais... moi, cette sortie-là, elle est bullshit. De la manière dont elle est formulée. Que tu dises... C'est pas une info, selon toi. Non, c'est pas une info. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que lui se permette de dire ça, sachant que c'est le coach de Jokic, et sachant pertinemment qu'il sait et qu'il défend le fait que ce soit Jokic le MVP depuis des mois et des mois. Donc, c'est le fait que maintenant tu aies perdu ton boulot, que tu te sois fait virer comme un malpropre, veut dire que tu vas commencer à changer de bord et dire que non, c'est pour ça que c'est Shai le MVP. Ouais. Tu sais pertinemment que c'est Jokic ton MVP. Tu l'as défendu dans les médias, t'as dit, mais vous devez être aveugle pour considérer que c'est quelqu'un d'autre qui soit un MVP. C'est ce qu'il a fait là?
Il a fait une Francky Vincent, le restaurant. On va écouter la chanson. Tu vas voir, c'est exactement ce qu'il a fait. Mais en gros, la phrase exacte, c'est... Ah, je m'attendais pas à cette rêve. Shai a montré pourquoi il est le MVP. Ça va faire parler, surtout que on sait la remise, hein, il y a la remise MVP là, à la santé. Et encore une fois, hein, une équipe d'OKC qui est très très complète. Jalen Williams a 19 points, Chet a 15 points. Bref, on a une équipe d'OKC qui est là pour moi. Ils savent que cette année-là, ils peuvent attraper le titre. C'est leur chance ou jamais. Ah bah oui, mais bien C'est sûr. leur chance ou jamais. Là, ils sont clairement favoris. Si Minnesota ne se réveille pas, ça peut aller très vite. On parle aussi du fait qu'il y a eu la cheville qui a tourné en première mi-temps sur Anthony Edwards. Ouais, Anthony Edwards qui atterrit sur le pied de Caruso, je crois. Ouais. Et qui continue à jouer. Ouais. Qui continue à jouer, mais tu m'as dit qu'il s'est refait mal en fin de match. On sait pas encore comment ça va être parce qu'en plus moi je l'ai pas vu ça. C'est déjà blessé à la cheville aussi contre les Lakers, on s'en bien. Il Ouais, était revenu assez rapidement, mais faut faire attention parce que là on atteint plus de 90 matchs là depuis contre la saison régulière, etc. Après il est encore jeune Anthony Edwards, mais il faut pas qu'il se blesse. Parce que s'il se blesse là, clairement, la série, elle se termine en 4. 4-0, c'est très non, rapide. bien sûr. Mais moi, pour le coup, je vais aller un peu plus loin par rapport à l'analyse de ce match-là, les garçons. Quand tu regardes la manière avec laquelle ils ont balbutié au niveau de l'adresse, c'est vraiment... Même l'action où Anthony Edwards se blesse. Il doit lâcher la balle 10 fois. D'accord? Il y a Nasrid qui est tout seul en ligne de fond. Il a juste une petite passe glissée. Il a même pas besoin de quitter les pieds du sol, hein. Il y a la petite passe à terre, Thomas, ou à gauche, McDaniels, tout seul. Le problème que j'ai par rapport à... L'anticipation que j'ai par rapport à la suite de cette série, c'est que je ne pense pas que OKC ait autant de contrôle que ça sur son destin. Je pense que Minnesota a plus d'armes que beaucoup ne veulent le concevoir par rapport à leur capacité de prendre le contrôle. Je pense que le match 2, si les mecs sont en bonne santé, si Edwards... Ouais, ils vont pas tous passer à 3 sur 14 et des trucs comme ça. Non, 5 sur 13 pour DiVincenzo et consorts. Mais au-delà de ça, s'ils font leur travail dans l'analyse du match et les situations où les ballons doivent lâcher ou autre, déjà défensivement, faut verrouiller beaucoup plus en deuxième mi-temps, parce que tu peux pas prendre 60 points en une mi-temps et espérer aller gagner à l'extérieur. Pas possible. Et surtout en attaque, je pense que l'erreur des Timberwolves, je sais pas si t'as ressenti la même chose, Mills, mais c'est qu'ils ont laissé leur maladresse influencer l'énergie qu'ils ont mis en deuxième mi-temps. C'est-à-dire que pour moi, c'est très très souvent le standard, hein. T'as beaucoup d'équipes qui se galvanisent dès qu'ils mettent des paniers et commencent à verrouiller défensivement et à faire des matchs de folie. Et t'as des équipes, un petit peu ce qu'on a pu voir aussi du côté de Boston, qui quand ils commencent à rater, bah ça atteint un peu leur psyche, ça atteint un petit peu leur spirit, leur fighting spirit et autres. Alors que pour le coup, quand on voit comment Minnesota a réussi à se hisser à ce stade de la compétition, tout s'est joué sur le fait que on mette les paniers, on met pas les paniers. Kaira. Pour moi, il y a deux choses. Pour moi, je vais encore revenir sur le seul qui a été vraiment bon dans ce match-là, c'est Julius Randle, qui a été pour moi très bon aussi contre Golden State. Non, mais depuis le début des playoffs, voilà, il est énorme. Pour moi, clairement, c'est lui le meilleur joueur de Minnesota pendant ces playoffs. On sait qu'Anthony Edwards, oui, mais pour moi, celui qui m'épate le plus depuis le début de ces playoffs, c'est Julius Randle. Maintenant, autre chose, là où j'ai aimé, c'est la réaction pour moi, c'est une équipe qui joue le titre. OKC, aussi, la réaction qu'ils ont donnée en seconde mi-temps. Ils l'ont déjà montré aussi contre Denver en Game 7, la manière de défendre, de monter en capacité en termes défensifs. C'est vraiment une des meilleures équipes défensives que j'ai vues depuis très longtemps. Que ce soit... ils ont les outils. Ils ont les outils. Ils ont très bien construit. Et quand on voit qu'ils laissent Minnesota à 14 sur 40 en seconde mi-temps, 5 sur 23 à 3 points. Et ouais, on le sent. Et en plus, OKC, l'air de rien, avec les interceptions, etc., c'est 62% en deuxième mi-temps, 8 sur 13 à 3 points. Ça fait que OKC, clairement, 70 points, 70 à 40 en seconde mi-temps. Clairement, c'est 30 points d'écart, alors qu'il y avait moins 4 à la mi-temps. Et il y aurait dû y avoir plus. Voilà. Et c'est le genre de match qui fait que OKC se réveille, continue, s'aligner par rapport à Denver du Game 7 où ils ont mis aussi un blowout, hein. C'est le deuxième blowout qu'ils enchaînent. Et si, Minnesota ne prend pas le Game 2, j'ai très peur que oui, ça devienne très moche. Mais moi le truc c'est que la défense proposée par OKC sur une bonne partie de la première mi-temps notamment, c'est qu'ils ont pack in, ils ont complètement fermé la raquette. Ils ont dit à Anthony Edwards, tu veux driver au milieu, tu veux t'entêter, pas de problème, on ferme. C'est comme ça qu'il se blesse en plus. Il doit lâcher la balle et
et il décolle les pieds du sol en plein milieu de la raquette et il tombe malencontreusement sur un pied. Mais si tu fais ce choix-là et que Minnesota commence à mettre dedans, parce qu'une fois de plus, tout est lié à ça. Non, mais s'il y a de l'adresse, la série change de physionomie de manière diamétralement opposée. Va falloir qu'on conclure, les gars. Ouais. Je pense que là, c'est le match 1, ça sert à rien de faire on a bien compris que ils vont pas toujours passer à côté de leur match comme ils sont passés. OKC reste la meilleure équipe, hein. Ouais. OKC reste la meilleure équipe. Mais l'équipe avec la plus de dalles, je pense que c'est les Loups. Oh, ça dépend. Franchement, des fois, OKC, c'est quand même... La plus de dalles, ça veut pas dire que c'est pas la dalle qui fait gagner. C'est pas la dalle qui fait gagner. Quand j'ai vu le Game 7, par exemple. C'est bizarre. OKC, malgré tout, j'arrive pas à les voir gagner le titre. C'est trop bizarre. Ah, pour moi, là, c'est tout droit. Pour moi, c'est tout droit. Parce que je vois ni Indiana, ni New York gagner OKC. New York va les taper. L'avantage du terrain peut être un vrai facteur, t'as raison. Bah, ouais, je sais pas. OKC, ouais, ils ont l'avantage, hein. Parce que 68 victoires, ils ont l'avantage. Finale insolite en perspective, les garçons. Je sais pas. De toute façon, les 4 champions, ça va être insolite, comme t'as dit, hein, parce que ils vont tous remporter leur premier titre, hein, si je me trompe pas. Non, New York a déjà gagné, mais non, je parle en termes de superstar, on parle de Jalen Brunson. Ah, si tu parles des joueurs, oui. Ouais, bien sûr, des joueurs. New York, c'est incroyable. Mais au niveau des franchises, il y a une histoire à écrire parce que OKC, Minnesota ou Indiana n'ont jamais gagné de titre. Mais je vous le dis, les gars, cette année, c'est pour New York et pour le PSG. Oh, la prophétie Flexta, s'il vous plaît. Non, je suis obligé de te valider. T'as mis le PSG là-dedans. Je suis obligé. Exactement. Je suis obligé. Exactement. Shout out à notre producteur marseillais. Merci. Bon, c'est bon, les gars. On a terminé. Non, bon, tu peux verrouiller. Ouais, voilà, bon. Tu peux verrouiller. Les gars, merci d'avoir assisté à cette émission. Merci pour votre soutien, partagez, likez, etc. Et petite nouveauté, on va finir avec une petite séquence qu'on va appeler l'action de la semaine. N'hésitez pas à nous soumettre des actions, des choses que vous voudriez qu'on mette dans l'émission. Là, on a sélectionné une petite action qui est pas trop mal et on va conclure là-dessus. Et donc, on vous dit au revoir. Peace.